Comment te sentirais-tu si tu réussissais à entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants? Et quel tournant prendrait ta vie si tu réalisais enfin ce projet professionnel qui te tient à cœur? Bonjour à toi, je suis Pauline, éducatrice de jeunes enfants, et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Devenir EJE, une chaîne qui t'aide à réussir les sélections d'admission en formation d'éducateur de jeunes enfants. Ici, je te parle du métier, de la formation, des stages et bien sûr, je te partage toutes mes astuces et conseils pour réussir cette sélection d'admission pour que tu puisses enfin, toi aussi, devenir EJE. En ce mois de décembre, j'ai décidé de me transformer en animatrice d'une colo d'hiver un peu particulière. Et oui, pendant ce mois, j'ai décidé de vous inviter à passer notre hiver ensemble. C'est ma version de la colonie de vacances. Je vous ai préparé 5 épisodes de podcast par semaine, du lundi au vendredi jusqu'à Noël. Alors, si vous m'écoutez à un autre moment de l'année, rassurez-vous, vous ne verrez pas la différence. Ces épisodes peuvent être consommés à chaque saison sans modération. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Avant de commencer, si tu souhaites réussir les sélections d'admission cette année, mais que tu as du mal à exprimer clairement ce qui te motive dans ce métier, j'ai quelque chose qui peut t'intéresser. Ça fait maintenant 3 ans que j'accompagne les candidats qui souhaitent réussir les sélections. Je le fais à travers des coachings et des accompagnements en ligne. Alors, si toi tu as tendance à remettre au lendemain ta préparation et que tu ne sais pas quoi travailler pour te préparer, que tu as peur de ne pas te démarquer des autres candidats, que tu as du mal à comprendre ce que les jurys attendent de toi pendant cette sélection, j'ai créé une prépa en ligne sur 3 mois pour t'accompagner pas à pas dans ta préparation. La prépa ferme ses portes fin décembre pour que chaque élève ait le temps de bien se préparer avant les sélections. Si tu veux nous rejoindre, c'est encore possible, mais du coup, plus pour très longtemps. Je te mets un lien avec plus d'informations dans la description. Et si tu as envie de suivre cette prépa mais que tu te poses plein de questions, j'ai aussi ouvert quelques créneaux d'appel pour qu'on puisse échanger ensemble, toi et moi. Donc je te laisse réserver ton créneau sur devenirejE.com/prépa en ligne devient EJE. On en parlera un peu plus en détail ensemble. Donc je t'invite à lire la description de l'épisode pour retrouver tous ces liens. Quand je parle du métier d'éducateur de jeunes enfants, j'aime souvent répéter que, comme tous les métiers, c'en est un qui a ses propres outils. Alors, je fais souvent des parallèles avec, par exemple, des garagistes, des boulangers. Le garagiste, par exemple, qui a, lui, ses outils pour réparer la voiture. Il va avoir le pont sur lequel on met la voiture. C'est vraiment un outil pratique du garagiste. Ou alors, le facteur, il peut avoir, par exemple, son vélo pour transporter le courrier. Enfin, chaque métier a ses propres outils et l'éducateur de jeunes enfants a aussi les siens. Et je trouve ça hyper utile de parler des outils pour définir un petit peu les missions du métier, de comment ça peut se mettre en place concrètement. Et j'aime bien faire ce genre de parallèle. C'est vrai que sur cette chaîne YouTube, je parle pas forcément beaucoup du métier, j'en parle souvent avec mes élèves dans la prépa, mais là, je me suis dit que je pourrais vous faire une vidéo un petit peu plus en lien avec le métier et je vais surtout vous partager un guide qui est gratuit que vous pouvez trouver en ligne qui vous aidera à en apprendre un peu plus sur un de ces outils qui est l'observation. Alors, avant de commencer, je voulais vous parler un petit peu de pourquoi observer, c'est le point de départ du travail de l'éducateur de jeunes enfants. Quand on pense à ce métier, on pense tout de suite au travail avec les enfants, avec les familles, éventuellement à la garde des enfants. C'est les premiers mots en général qui viennent. J'aime pas trop ce mot-là, mais bon, c'est celui qu'on peut entendre. Et forcément, les outils qu'on peut imaginer par rapport à ça, c'est les jouets pour les enfants, chanter des comptines. Quand on connaît un petit peu plus ce métier, on peut penser à la démarche de projet. Et en fait, c'est l'observation, c'est un des outils dont on ne parle pas forcément avant la formation d'éducateur de jeunes enfants. Et pourtant, pour répondre à la principale mission de l'éducateur de jeunes enfants, qui est d'améliorer la qualité d'accueil et d'accompagnement des enfants et, et des familles, la démarche de projet, elle va être indispensable. Et le point de départ d'un projet, ça va vraiment être l'observation. C'est avec l'observation, c'est une méthode en fait où on va arriver à avoir des faits de départ sur lesquels s'appuyer pour formuler peut-être des hypothèses, des idées de choses à travailler. On va pouvoir en parler en équipe et ensuite on va vérifier ça expérimentalement. On va mettre en place des actions pour voir comment on peut améliorer les choses. Donc, l'observation, c'est vraiment le point de départ pour tout objectif de recherche et d'amélioration.
Et l'avantage d'observer, d'avoir ce point de départ-là, c'est que ça va permettre à chaque professionnel, et les EJE aussi, de se décentrer un petit peu du travail quotidien, de prendre un peu de recul, d'avoir une vision peut-être un peu plus objective de ce qui se passe et de pouvoir retravailler ensuite l'accueil, nos pratiques qu'on fait auprès des enfants, des groupes d'enfants ou des enfants en individuel. En formation d'éducateur de jeunes enfants, c'est quelque chose, dont on parle vraiment beaucoup et il y a même un module, de la formation qui est transversal aux 4 domaines de compétences qui s'appelle la méthodologie de recherche. Donc on va vraiment venir, avoir cette démarche expérimentale d'amélioration et qui est hyper utile pour toute mise en place d'un projet. Quand je vous parle d'améliorer la qualité d'accueil, je me dis qu'il y en a peut-être certains qui se disent: «Ah il y a une recette, il y a un plan à suivre pour améliorer la qualité d'accueil, c'est comme ça qu'il faudrait faire» et en fait, pas du tout et c'est là où l'observation va nous être utile parce que quand on observe, on va, voir où on en est. Là, tout de suite, maintenant, avec, cette équipe, ces enfants, cet établissement, comment ça se passe. On va vraiment être hyper, spécifique à là où on en est et ça va nous permettre d'émettre, des pistes d'amélioration possibles. On va décider en équipe, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut changer. On va réellement changer les choses, on va mettre des actions en place et ça va nous permettre de pouvoir, après, quelque temps, réévaluer, refaire un point sur ce qui se passe, réobserver et continuer ainsi de suite la démarche d'amélioration. Donc on ne s'arrête jamais et en fait ça c'est, quelque chose qu'on peut faire dans plein de domaines et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément en pensant au métier d'éducateur de jeunes enfants, mais par exemple, quand on pense aux sportifs de haut niveau ou par exemple, si on prend, la danse, voilà, je ne sais pas pourquoi cet exemple-là me vient. Quand on veut s'améliorer en danse, tout de suite, quand on voit les salles de danse, il y a des miroirs un peu partout. Ces miroirs, ça permet de s'observer, d'observer les mouvements qu'on fait il y a aussi, par exemple, souvent des professeurs de danse qui viennent nous observer, eux, de l'extérieur avec un peu plus de recul et ils vont nous dire des, façons d'améliorer, le mouvement et nous, quand on se voit dans le miroir, on va pouvoir aussi voir comment améliorer son mouvement pour que ce soit, plus joli. On va le mettre en place et puis, quelque temps après, à force d'avoir changé notre façon de faire, on va pouvoir réévaluer globalement et on va voir qu'il y a des choses qui auront changé, qui se seront améliorées. On va pouvoir voir qu'il y a d'autres choses encore à améliorer et ainsi de suite. Donc cette démarche, en fait, de recherche d'amélioration constante, elle n'est pas propre au métier de JE, mais c'est une des caractéristiques, de ce métier et c'est pour ça que l'observation, c'est pour moi, heu, l'outil principal dans le sens, le point de départ, en fait. Ça va être le point de départ de toute la suite, de l'exercice de ce métier. Donc, je voulais vous parler d'un document qui m'a servi en formation et qui est gratuit, accessible en ligne, donc l'idéal. Je me suis dit que je pourrais vous le partager parce que si vous avez envie de vous former un petit peu plus à l'observation, enfin du moins d'en apprendre un peu plus, de comprendre ce que c'est, voilà, de savoir un peu plus en parler, si c'est quelque chose qui vous intéresse, plutôt que acheter un livre que vous n'allez peut-être pas lire, qui vous correspond pas, qui va rester dans votre bibliothèque. Je me suis dit que ce serait peut-être un point de départ plus facile avant d'aller acheter des livres, avant d'aller, voilà, en stage ou des choses comme ça, ça peut être un point de départ intéressant et vu qu'il est accessible, je me suis dit qu'il devait être connu d'un maximum d'entre vous donc j'espère qu'il vous aidera. Donc ce guide, il s'appelle «La démarche d'observation auprès du jeune enfant, l'observation comme outil pour soutenir et développer la qualité de l'accueil de tous les enfants» et c'est un document qui a été réalisé par la CAF de l'Aveyron donc, quand on tape en ligne, guide, EAJE, observation, cave de l'Aveyron, vous allez le voir ressortir, très vite. Il a été réalisé, dans le cadre du plan d'action handicap en 2014 par un comité qui a réfléchi à ce sujet-là par rapport à la petite enfance. Donc, il y a eu 64 pages de ce document PDF, donc c'est assez intéressant, c'est quand même, pas rien, hein, c'est quand même un bon petit livre si on l'imprime. Et ce qui va être hyper intéressant dedans, c'est qu'il va vraiment parler de, la définition de l'observation, son intérêt, comment on peut mettre en place une démarche d'observation, quels outils on peut avoir, quelle posture on peut avoir, comment on peut traiter ensuite, les données recueillies. Et donc à son origine, je vous ai dit qu'il a été fait par, à travers le cadre du plan d'action handicap en 2014 parce que, quand on s'est intéressé, au disons à l'inclusion des enfants en situation de handicap, en se penchant sur, les établissements d'accueil du jeune enfant, on s'est rendu compte que c'était un petit peu le quotidien parce qu'en fait,
puisqu'on accueille des très jeunes enfants, souvent, il n'y a pas de handicap détecté. En fait, l'handicap, il arrive un petit peu quand l'enfant grandit. Alors, ça marche pas pour tout, mais parfois, en fait, c'est à force de l'accueil qu'on va se rendre compte que il peut présenter un retard, il peut présenter des difficultés sur certains aspects. Et du coup, on est vraiment potentiellement susceptible de rencontrer un enfant en situation de handicap au cours de son accueil. Et puis, puisqu'on est en présence de très jeunes enfants, on sait que ces enfants-là sont les adultes de demain. Donc, toutes les actions qu'on va pouvoir avoir à ce moment-là, ça va complètement influencer leur avenir et tout ce qu'on va leur transmettre à ce moment-là, ça va aussi être des choses qu'eux vont porter. Donc, vu qu'ils vont représenter la société de demain, si l'inclusion, ça fait partie de leur vie depuis tout petit, ça va être quelque chose de normal pour eux quand ils seront adultes et on peut ainsi espérer une société avec plus d'adultes, on va dire, tolérants et pensant, enfin comme si c'était pour eux, c'est vraiment normal dans leur vie d'avoir des personnes en situation de handicap, qui soient inclus avec eux. Donc ça a été un petit peu toute cette réflexion. Donc dans le guide, ils expliquent vraiment tout ça. Je vous laisserai le lire pour en savoir un peu plus. Et ils sont venus un petit peu travailler sur comment on peut réfléchir à l'observation dans les EAJE et notamment à travers l'inclusion. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin de compétences spécifiques, d'aménagement spécifique pour inclure des enfants en situation de handicap, mais c'est plutôt nécessaire d'approfondir des outils, des actions qu'on fait déjà au quotidien pour tous les enfants, puisque pour tous les enfants, on va se soucier de leur bien-être, on va travailler en équipe pour aménager l'espace, pour répondre au mieux à leurs besoins, on va faire du lien avec les parents, on va travailler avec des partenaires. Donc toute la démarche en fait est déjà là, que l'enfant soit en situation de handicap ou pas, et il va plutôt falloir réfléchir à comment on approfondit nos compétences là-dessus et notamment faire du lien avec l'inclusion d'enfants en situation de handicap. Donc globalement, cette démarche d'observation, elle n'est pas exclusivement réservée aux professionnels qui accueillent des enfants en situation de handicap. Le but, c'est d'avoir créé cet outil dans ce cadre-là, mais c'est un outil, ce guide, qui peut être réutilisé dans plein de situations en lien avec l'accueil des jeunes enfants. Je crois qu'il y en a même un spécifique qui a été fait pour des accueils, pour des enfants plus grands en accueil de loisirs, par exemple. Mais bon, sur celui-là, on va pouvoir s'en servir pour parler de l'observation dans la petite enfance en général et son utilité pour améliorer la qualité d'accueil, le fait de croiser les regards, de rendre un peu des actions complémentaires qu'on peut avoir avec des partenaires, faire aboutir un projet grâce à l'observation. C'est un peu tout ça qui est traité dedans. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce livret, c'est que son but, c'est vraiment d'apporter une réponse concrète, des outils utiles pour mettre en place cette démarche d'observation et travailler la posture des professionnels. On va venir être attentif aux besoins de chaque enfant, avec bien sûr la particularité des enfants en situation de handicap, mais le but, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait un accueil individualisé et en même temps, dans un accueil en groupe, un accueil collectif, comment on va faire pour répondre au maximum aux besoins individuels de chaque enfant. Donc, je vais vous parler un petit peu du sommaire, de ce qui est détaillé dedans et j'espère que ça vous donnera un petit peu envie d'aller plus loin et d'aller le lire entièrement. Donc au début, il y a une définition qui est faite sur plusieurs pages et ce qui est hyper intéressant dans cette définition, c'est qu'il y a des fiches différentes pour venir comparer l'observation à l'attention et la vigilance. Parce que quand on dit observer, tout le monde peut se dire c'est facile d'observer, en fait il faut regarder. Mais là, quand on parle d'observation professionnelle, on voit ça comme un outil, donc ça va plus loin. Et pour pouvoir le définir, il compare à ce qu'est par exemple la vigilance ou l'attention et ils vont venir nous expliquer quelles sont les différences avec ça et qu'est-ce que c'est vraiment observer en tant que professionnel. Ensuite, il y a toute une partie où on parle de l'observation
quels sont les besoins en fait des différents acteurs, des parents, des professionnels en EHJE, des assistantes maternelles, de professionnels spécialisés, quels sont leurs besoins et attentes par rapport à cet outil-là. Ça permet un petit peu plus de se projeter dans le quotidien de chacun de ces personnes, de chacun de ces acteurs, et de voir en quoi c'est utile pour eux. Ensuite, il y a une grande partie qui commence pour parler de pourquoi observer et comment observer. On va voir dedans les différents objectifs de l'observation, donc notamment évaluer une situation, comprendre ce qui se passe et améliorer. Ça, c'est hyper important. Et puis, les effets de l'observation, de comment ça se met en place au quotidien. On va parler de qui observe parce que quand on parle de la façon d'observer, on se dit est-ce qu'il faut être extérieur à la scène? Est-ce qu'il faut être dans la scène? Comment ça se passe? Est-ce que les enfants doivent nous voir observer en étant en extérieur? Qu'est-ce qui est le mieux? Comment on peut faire? Comment on se positionne en fait? Et on va voir du coup dans cette partie-là les différentes postures, attitudes possibles de l'observateur. Ensuite, on va parler de qui on observe. Donc, autant du groupe d'enfants, des enfants, donc comment on observe tout un groupe du coup, on va observer aussi chaque enfant un petit peu individuellement, surtout ceux qui nous questionnent, donc comment on peut les observer eux. Là, il y a aussi bien sûr une partie sur les enfants en situation de handicap, puisque c'était un petit peu le point de départ de la création de ce guide. Et puis, il va y avoir aussi une partie sur l'observation des adultes et de l'organisation en général. Donc ça fait vraiment comme un zoom en quelque sorte. L'enfant seul, ensuite le groupe d'enfants dans lequel cet enfant est, cette vision un petit peu plus élargie, et puis aussi quelque chose de plus global sur l'organisation, les pratiques des adultes, les déplacements des adultes par exemple. Tout ça c'est traité, c'est expliqué en fait dans ce guide. Il y a aussi toute une partie qui nous explique quand observer. Parce que là aussi, on peut se dire, est-ce qu'il y a des situations qui sont plus propices que d'autres et des moments plus propices? Donc ça peut être des moments bien sûr au quotidien, des moments un peu plus spontanés où avec ses collègues on va se dire attends là j'ai l'impression qu'il faut prendre un petit peu de recul, si ça te va je me mets juste dans un coin et j'observe un peu et je prends quelques notes, ça nous servira ensuite pour parler en réunion d'équipe, des choses comme ça. Donc une observation qui peut être plus spontanée, une observation aussi selon certains moments spécifiques, hein. Ça peut être de se dire, voilà, il y a un temps du matin, par exemple, moi en crèche, ce que j'avais souvent qui questionnait, c'était au moment du repas à midi, l'arrivée du chariot. C'est du chariot avec le repas dessus. C'est toujours quelque chose pour les enfants. Et en fait, ce moment-là, c'est souvent plein d'excitation, mais en même temps, c'est un moment de transition. Il peut y avoir des flottements, donc c'est un moment qui est hyper intéressant à observer parce qu'il se passe beaucoup de choses. Donc ça peut être certains moments voilà, de la journée ou certains moments de l'accueil, par exemple pendant la période d'adaptation, où il se passe beaucoup de choses pour l'enfant, de découvertes, de nouveautés. Donc c'est intéressant de voir comment lui s'intègre dans cet environnement. Et puis d'autres temps, voilà, si un enfant nous questionne dans son développement, son comportement, ou aussi à la demande des parents parfois. Donc tout ça, c'est un petit peu là aussi détaillé et il y a toute une partie sur comment observer. Alors ça, c'est hyper intéressant, surtout pour vous aider à vraiment faire la différence entre, par exemple, l'observation spontanée, l'observation ciblée, on va dire plus organisée. Construire en fait cette démarche d'observation, il y a toute une méthodologie pour l'organiser avant, pendant et après. Et puis, il y a aussi une partie pour parler des outils d'observation. Donc souvent, on a des grilles, des feuilles d'observation. Donc là, pareil, il nous explique l'intérêt de ces outils, de passer à l'écrit, d'écrire en fait ces observations, comment on peut choisir l'outil, comment on peut même le créer, parce que selon les observations, enfin les situations, on peut avoir des choses plus particulières à observer. Il y a des exemples d'outils, donc c'est ça hyper intéressant et c'est une ressource qu'on peut utiliser vraiment quand on est en stage ou même ensuite en tant que professionnel, c'est quelque chose d'hyper utile. Et à la fin, il y a aussi toute une partie sur qu'est-ce qu'on fait de ces informations. Une fois qu'on a observé, comment on analyse ça, comment on les synthétise, on le transmet, on en parle en équipe, qu'est-ce qu'on garde plus secret, parce que c'est un outil professionnel, donc
qu'est-ce qui doit plutôt rester entre nous, qu'est-ce qu'on s'autorise à partager peut-être avec les parents, avec des partenaires un peu plus spécialisés. Voilà, qu'est-ce qu'on dit finalement aux enfants aussi quand on observe. Donc voilà, il y a toute cette partie d'analyse et de transmission des données qui est intéressante à avoir parce que observer, juste observer, ça ne sert à rien si on n'en fait rien après. Tout l'intérêt, c'est de pouvoir venir questionner ce qui se passe et comme je vous ai expliqué en introduction, améliorer ensuite sa pratique, enfin faire de nouvelles choses, faire des choses différemment et toujours être dans cette démarche d'amélioration de l'accueil de l'enfant. Alors soit l'enfant individuel s'il a des besoins plus spécifiques ou l'accueil d'un groupe d'enfants par rapport à notre organisation. Ça, souvent, il y a enfin, il peut y avoir dans les crèches, moi, là, au relais petite enfance où je travaille, il y a aussi une psychologue qui, donc nous, elle peut venir de temps en temps en animation, ou sinon, en crèche, c'est un temps où la psychologue vient observer ce qui se passe. Et là, c'est elle qui est dans ce rôle d'observation, un petit peu euh, positionnée, on va dire, extérieure à la scène. C'est elle qui observe nos pratiques, qui observe les enfants, et ensuite on débriefe en réunion, on en parle de ce qui s'est passé, on analyse, on voit ce qu'on peut mettre en place. Donc voilà, là aussi, pour vous montrer qu'en fait l'observation c'est au quotidien, qu'on soit en crèche ou dans d'autres établissements, c'est un outil qui va revenir parce qu'on va toujours être dans cette démarche d'amélioration. Et à la toute fin de ce guide, il y a aussi en annexe des outils en fait d'observation, des fiches déjà faites sur lesquelles on peut s'appuyer, des ressources où on peut aller approfondir, donc toute une bibliographie avec plein de ressources hyper intéressantes à ce sujet-là pour pousser un petit peu ses connaissances. Et voilà pour ce guide, je vous ai dit 64 pages, donc c'est pas non plus la mer à boire, il est assez long et assez spécifique pour nous donner suffisamment d'informations et en même temps c'est pas non plus trop long. Il est très bien écrit puisque c'est bien agencé en fait, c'est pas un livre, c'est vraiment un guide, donc on voit qu'il y a un travail aussi sur la mise en forme, sur les couleurs pour que ce soit assez accessible à la lecture et accessible à tous en fait, qu'on ait suivi une formation dans la petite enfance ou pas, on va arriver dedans à trouver des éléments pour comprendre ce qu'est l'observation, comment le mettre en place. Il y a aussi des exemples qui sont partagés, il y a pas mal de photos, donc voilà, c'est assez chouette, c'est vraiment bien fait et je pense qu'il faut vraiment le partager. Donc voilà pour ce podcast, un petit peu différent. C'est vrai que c'est pas un sujet que je traite souvent, les outils de l'éducateur de jeunes enfants. J'avais fait une vidéo sur les projets pédagogiques et éducatifs pour expliquer un petit peu la différence. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Dites-moi si vous avez envie que je parle un petit peu plus peut-être du métier ou de certains aspects du métier. Vous pouvez me dire ça en commentaire et je prendrai ça en compte pour l'année 2022, pour les prochains podcasts, prochaines vidéos. Donc voilà pour celle-ci, j'espère que vous prendrez du temps pendant ces fins d'année où parfois on a des moments un peu plus calmes, on n'est plus dans le rush du travail pour pouvoir prendre un temps pour lire ce guide, enfin du moins le parcourir et comprendre ce qu'il en est parce que c'est vraiment pour moi une ressource indispensable, très utile une fois en formation et même avant finalement pour comprendre un peu plus une des missions de l'éducateur de jeunes enfants. Donc, j'espère que ça vous aura intéressé. Et puis, je vous dis à demain dans un nouveau podcast de la Colo d'hiver de Devenir JE. Si tu as écouté l'épisode jusqu'ici, c'est sûrement que tu es vraiment motivé à entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants. Je serai ravie de t'accompagner dans ta préparation pour que tu aies un maximum de chances de réussite. Si tu veux être guidé pas à pas pour acquérir les connaissances qui t'aideront à déterminer tes motivations, à comprendre le métier et la formation d'éducateur de jeunes enfants, la prépa en ligne devrait t'intéresser. Pour la rejoindre, je t'invite à te rendre sur devenirejie.com/prépa en ligne devient JE. Tu retrouveras le lien dans la description. À très vite!